Bien, alors, deuxième conférence dans un toute autre discipline, puisque c'est la discipline de l'histoire. Sujet important peut-être aussi pour la résilience des Pieds Noirs et de leurs descendants. Chut, Édouard, il est bavard. Bien, donc pour cette deuxième conférence, c'est Stéphane Sarra, un autre éminemment membre du G2T, qui va nous présenter notre invité, Guy Pervilliers, que je remercie de sa présence. Vous êtes peut-être déjà certains à le connaître ou à l'avoir entendu. Donc, même format que ce matin, une conférence et puis quelques questions-réponses à la suite de la conférence. Et pour démarrer, je ne t'ai pas oublié, Paul, une pastille. Une pastille audio, une pastille sonore, où j'ai posé la question à mes amis du G2T et d'autres sur les points communs qu'il y avait avec d'autres exils. Et vous allez voir, c'est assez, je pense, assez troublant. Avez-vous une expérience d'un autre exil qui vous paraît proche du nôtre et peut-être aussi de son impact sur les générations suivantes qui n'ont pas ou peu connu la terre de leurs ancêtres ? Les Acadiens, quand ils ont été expulsés en Louisiane, ont appelé ça le grand dérangement. Eh bien, pour une famille, c'est un grand dérangement au niveau de la famille. C'est un joli mot. Il y a un passé, il y a un vécu, etc., qui disparaît pour jamais et qui n'est pas remplaçable. Nous, les filles et les fils des Français d'Algérie, on est les fruits de l'histoire coloniale française et européenne du XIXe siècle. On est ses héritiers. Et même si on a martelé à nos pères et nos grands-pères que l'Algérie c'était la France, comme pour la Belgique au Congo, le Portugal en Angola ou au Mozambique, nous sommes les enfants des colonies. Comme le disait Marguerite Duras à propos de l'Indochine. Nous sommes les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de celles et de ceux de cette France en Afrique. Mais nous sommes les vigies de cette histoire. Nous en sommes les témoins attentifs, les gardiens de cette mémoire fragile que l'on cherche à conserver, à transmettre, à offrir, à partager surtout. Si j'ai une expérience d'un autre exil, c'est bien sûr, j'en ai une autre, j'en ai même plusieurs autres, puisque depuis je me suis documenté sur beaucoup. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que c'est en écoutant personnellement l'histoire de témoins de gens dont les villages avaient été engloutis au cœur de la Corrèze et du Cantal et du Limousin, qui parlaient de leur enfance, de leur maison, de leur village avant qu'ils ne soient disparus. Et il y avait une personne âgée qui disait mais on se rend pas compte de ce qu'on a transmis à nos enfants et nos petits-enfants, une sorte de patate chaude avec beaucoup de fantasmes justement sur ce paradis qui était perdu et qui devenait une terre promise impossible à rejoindre pour les jeunes. Et voilà, d'entendre ces voix qui parlaient d'un autre exil, personnellement moi ça m'a autorisé à écouter ma propre voix intérieure. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Et je me souviens du bonheur de mes parents quand ils séjournaient en Andalousie et qu'ils retrouvaient au hasard des rues le parfum de l'oranger, le parfum du jasmin et puis l'éclat des bougainvilliers sur les murs blancs. Je pense que cet exil, celui des Français d'Algérie, est singulier. À ma connaissance, il n'y a pas d'exil similaire tant cette histoire est singulière dans ses fondements historiques, dans son vécu, et dans la construction de ces peuples qui, au final, n'en constituent plus qu'un. Le lapsus entre historique et hystérique est intéressant, malheureusement. Je devenais sur cette rive un enfant déraciné, portant en lui cette dérive. Elle était belle, notre vallée.
Alors, je vais repasser la parole à Madame la Présidente, qui souhaiterait remercier quelqu'un en particulier. Oui, je salue la présence parmi nous de Madame Di Caro, qui représente Monsieur Renaud Muselier, président de la région PACA. Merci Madame d'être avec nous. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez passer une très bonne matinée et sans doute journée avec nous. Stéphane, c'est à toi. Donc nous accueillons avec grand plaisir aujourd'hui Guy Pervilliers. Alors Guy Pervilliers, si nous vous avons invité aujourd'hui pour aborder la question de savoir comment s'analysent les faits historiques et leur impact sur la transmission de la mémoire de ces faits, c'est non seulement parce que vous êtes un spécialiste unanimement reconnu de l'histoire de l'Algérie française, du nationalisme algérien et de la guerre d'Algérie. Mais c'est aussi et surtout parce que vous êtes l'un des rares historiens à avoir une approche distanciée de ces sujets, ce qui d'ailleurs a pu vous être reproché. Vous êtes né en 1948 dans l'Oise, vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure et vous avez été pensionnaire de la Fondation Thiers, dont ont également été pensionnaires de très nombreux historiens illustres comme Marc Bloch par exemple. Vous avez été chargé de cours à l'université de Rouen, assistant à l'université de Limoges, maître de conférences à l'université Bordeaux 3, puis professeur à l'université de Nice. Entre 2000 et 2011, année de votre départ en retraite, vous avez été professeur à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, où vous avez été responsable du groupe de recherche en histoire immédiate. Vous êtes l'auteur de très nombreuses publications, articles et ouvrages de référence. Votre thèse de doctorat, soutenue en 1980, est publiée aux éditions du CNRS en 1984 et s'intitule « Les étudiants algériens de l'université française entre 1880 et 1962, populisme et nationalisme chez les étudiants et intellectuels musulmans algériens de formation française ». À propos de cette thèse, dont on trouve un compte-rendu dans la revue d'histoire moderne et contemporaine de mars 86, Jacques Coulan, grand historien orientaliste, y écrivait « Ce travail se caractérise par une grande probité ». On retrouve d'ailleurs la reproduction de cet ouvrage sur le site de Gallica. Vous venez de publier aux éditions Autrement la 4e édition de l'Atlas de la guerre d'Algérie et de la conquête à l'indépendance, riche de plus de 70 cartes, dont une d'ailleurs sur les fortifications qui est totalement inédite. Vous avez aussi publié Histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie, et puis un ouvrage malheureusement qui n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître, et qui s'appelle Les événements fondateurs des accords d'Évian, qu'apparemment on a du mal à trouver aujourd'hui. Voilà. Sur votre site personnel, nous trouvons de nombreux textes, et même si bien évidemment tous doivent être lus avec le même intérêt, je retiendrai celui que vous avez écrit en 2003 et qui s'intitule « Les relations entre les communautés dans l'Algérie coloniale, racisme ou fraternité ?» Je le conseille car il me semble tout à fait emblématique de votre démarche d'aborder des questions polémiques avec le recul nécessaire. Enfin, vous êtes cité dans un article récent du Point consacré à l'origine de l'expression « pied noir ». Aujourd'hui, pour questionner la transmission de la mémoire des faits historiques, vous allez nous parler de la guerre d'Algérie et de la manière dont vous avez abordé l'étude de cette période. Il faut vous dire, Monsieur Pervilliers, que les événements d'Algérie n'ont jamais encore fait l'objet d'une conférence à l'occasion des précédentes rencontres du CDHA. Mais s'agissant de cette période encore récente, que beaucoup de personnes encore vivantes ont vécue, les approches ne peuvent certainement pas être les mêmes. Selon que l'on soit français d'Algérie ou militant du FLN, bien évidemment, mais aussi si l'on a été enfant ou adulte, appelé, métropolitain en poste sur place quelques années, etc. Toutes ces situations ont eu un impact sur la manière dont l'histoire a été racontée et écrite, même par des historiens de métier, entre guillemets. Et donc par voie de conséquence sur la transmission de la mémoire de cette période et leur réception par les jeunes générations. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant d'entendre un historien qui n'a aucun lien avec l'Algérie française pour savoir comment il a travaillé, ce sera l'objet de votre première partie, et voir si
en prenant exemple sur des cas concrets. Il n'est pas encore de nouveaux champs de recherche qui pourraient nuancer toutes les approches dogmatiques. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Attendez pour applaudir que je parle. Oui, merci. Oui, alors pour me situer donc par rapport à l'intervenante précédente et aux autres également, je dois préciser donc que je suis entré dans ma 77e année, qui est, selon le journal Tintin, la fin de la jeunesse. Donc je me demande ce que je vais devenir bien dans quelques mois. D'autre part, j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la guerre d'Algérie à l'occasion de mon mémoire de maîtrise d'histoire durant l'année 1970-71, c'est-à-dire il y a déjà 54 ans. Bon, et donc ce n'est pas en fonction d'une mémoire personnelle ou familiale, ou si peu. Alors, je vais m'étendre là-dessus sur le cas très particulier que je représente par rapport à, je pense, la grande majorité des historiens qui ont travaillé sur ce sujet. Simplement, bon, je dis, avant de préparer cet exposé, je me suis penché soigneusement sur l'intitulé donc du sujet. Une mémoire des Français peut-elle se transmettre à l'ombre de l'histoire des colonisations françaises, qui m'a laissé un peu perplexe. En tout cas, c'est un sujet complexe. Histoire et mémoire, donc ce sont deux notions qui sont liées, mais qui sont néanmoins très différentes, voire contradictoires. La mémoire, c'est une faculté individuelle qui est en quelque sorte l'impression dans le cerveau de chacun qui a été acteur ou témoin d'événements, donc de ce qu'il a marqué suivant les processus qui vous ont été montrés sous la forme de savantes images. Mais la mémoire peut aussi devenir collective quand plusieurs acteurs décident de mettre en commun leur mémoire, ce qui les conduit à privilégier ce qu'il y a justement de commun, au risque de négliger les singularités de chacune. Et puis, d'autre part, l'histoire est au contraire une activité intellectuelle très rigoureuse, donc, enfin, qui devrait l'être, et qui vise justement à rassembler les apports non seulement des mémoires, mais aussi des documents, notamment des documents écrits ou éventuellement d'autres types, pour justement dépasser les limites des mémoires individuelles. Le résultat aussi, c'est que en pratique, on peut dire que la mémoire tend en quelque sorte à inverser l'ordre du temps, dans la mesure où la référence de la mémoire, c'est justement ce que chacun a gardé de ce qu'il a vécu dans son cerveau. Alors son cerveau qui peut aussi s'affaiblir avec l'âge, et par exemple par la perte des repères chronologiques. Bon. Alors qu'au contraire, l'historien s'efforce de rassembler le maximum de documents et de les confronter pour dépasser le point de vue individuel. Et pour l'historien, eh bien, l'ordre chronologique est fondamental, car on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé sans distinguer le fait, enfin les faits, de ses causes et de ses conséquences. Donc il y a deux exercices qui finalement sont presque à l'opposé l'un de l'autre. Bon, donc voilà quelques réflexions générales. Mais j'en reviens à mon embarras initial devant ce sujet qui m'avait inspiré une première réaction très mitigée. Je me demandais vraiment si j'étais quelqu'un de bien choisi pour répondre à votre attente. Et finalement, je me suis laissé persuader qu'il pouvait être utile de montrer comment j'avais pu m'intéresser à l'histoire de l'Algérie sans jamais y avoir vécu et sans qu'aucun de mes ancêtres y ait vécu. Enfin, à vrai dire, c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai appris assez récemment par Généanet, enfin en utilisant Généanet, mais aussi par des documents transmis dans la famille,
que j'avais un arrière-grand-père qui avait été mobilisé en 1870 dans l'armée de Metz et qui, après la reddition de Metz aux Allemands, avait été envoyé en Algérie pour y réprimer la révolte de 1871. Mais cet ancêtre, visiblement, n'a pas eu envie de rester en Algérie et il est rentré en France le plus tôt possible. Donc je n'ai vraiment aucun rapport, ni personnel ni familial, avec l'Algérie, ou plus exactement, alors je peux citer quand même deux mini-faits qui traduisent une rencontre entre la grande histoire et ma petite histoire. D'une part, je me souviens d'une carte postale qui avait été envoyée à mon père par un de ses neveux qui était mobilisé pour la guerre d'Algérie. Donc c'était une vue de la côte à point de pescade. Bon, mais les deux branches de la famille étant brouillées, il n'y a eu pratiquement aucune suite. Et d'autre part, je me souviens très bien que durant le putsch d'avril 1961, mon père, qui était radioamateur, a reçu la visite de gendarmes qui lui ont ordonné de mettre son installation hors d'usage pour le cas où les parachutistes débarqueraient. Alors heureusement, mon père n'en a rien fait, puisque les parachutistes n'ont pas débarqué. Voilà. Et en dehors de cela, eh bien, qu'est-ce qui me rattache à la guerre d'Algérie ? Eh bien, c'est un rapport tout à la fois direct et indirect, mais néanmoins non personnel. Je veux dire par là que mon attention a été attirée par ce qui se passait en Algérie en mai 58. Donc j'ai entendu qu'on parlait beaucoup de l'Algérie, donc en mai et juin 58. Et j'ai vu donc des images à la télévision notamment, donc des images de gigantesques foules françaises et musulmanes qui semblaient communier sous le même drapeau tricolore. Et j'ai entendu dire par mes parents qu'il s'était passé en Algérie un événement considérable sur lequel on ne reviendrait jamais, et que d'autre part, nous avions échappé à une guerre civile, mais De Gaulle était revenu, il nous avait déjà sauvés une fois, et il nous sauverait encore. Et c'est pourquoi j'ai commencé à suivre assez régulièrement ce qui se passait en lisant les deux journaux qu'on lisait dans ma famille, c'est-à-dire l'Aurore et le Parisien libéré. Et donc, eh bien, petit à petit, dans les 4 ans qui séparent 58 de 1962, j'ai eu une impression de malaise croissant, en particulier en janvier 60, quand j'ai vu que les Français de France et d'Algérie s'entretuaient à Alger et que les musulmans étaient beaucoup moins visibles dans les manifestations du 24 janvier 60 et de la semaine qui a suivi. Et puis en décembre 60, j'ai vu qu'il y avait de nouveau des affrontements. Et cette fois-ci, on voyait apparaître des foules musulmanes avec un autre drapeau que je n'avais jamais vu. Et puis, en 1962, le 1er juillet 62, de nouveau, on voit à la télévision et ailleurs des foules gigantesques qui défilent dans la joie à Alger et ailleurs, mais cette fois-ci sous cet autre drapeau tricolore, donc vert, blanc, rouge, que je n'avais jamais vu. Et donc, j'ai été tellement choqué par cette succession d'événements que je me souviens très bien que au moment du référendum du 8 avril 62, qui a ratifié en métropole les accords d'Évian, alors je n'avais pas 14 ans, et heureusement je n'avais pas le droit de vote, mais je m'étais demandé sérieusement ce que j'aurais pu voter. Et donc, j'avais conclu que vraisemblablement, je me serais abstenu. Mais je ne m'en suis pas tenu là, puisque dès la rentrée scolaire suivante, je me suis précipité au lycée de Creil sur les nouveaux élèves qui arrivaient d'Algérie pour leur tirer les vers du nez. D'autre part, je n'étais pas prêt pour autant à me contenter d'un seul point de vue, puisque quand le général de Gaulle a fait son voyage en Picardie et dans l'Oise, c'était en juin 1964, eh bien, contrairement au conseil de mes professeurs, qui étaient évidemment de gauche, eh bien, puisque nous étions mis en congé pour pouvoir aller assister
au discours du général sur la place de la Gare, eh bien, j'y suis allé de mon plein gré et je l'ai écouté en direct pour la première fois de ma vie et pour la dernière fois, dire en 2 ans, vous en êtes tous témoins, nos compatriotes d'Algérie ont été rapatriés sans drame, sans douleur, ce qui m'a profondément stupéfié. Bon, mais ça veut dire aussi que j'étais prêt à tout entendre. Alors néanmoins, ma recherche qui était déjà historique dans son esprit, parce que je considérais que avec la guerre d'Algérie et sa fin tragique, une période s'était terminée définitivement, à la fois une période, enfin donc la guerre d'Algérie proprement dite, et une période plus longue, celle de l'Algérie française. J'étais déjà convaincu que c'était fini et que donc cela appartenait désormais à l'histoire. Et alors, eh bien, le fait est que j'étais très naïf et que c'était pas du tout comme ça que les choses se présentaient, mais j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Alors néanmoins, je me suis vraiment réinvesti dans l'histoire de la guerre d'Algérie qu'après mon arrivée au lycée Louis-le-Grand en classe préparatoire après le bac en 67, et surtout pendant les événements de mai 68, puisque l'internat du lycée Louis-le-Grand était un antre de gauchistes, et ça m'a donné l'occasion de m'apercevoir dans mes conversations que l'idée que j'avais de la guerre d'Algérie était considérée comme affreusement réactionnaire, mais d'un autre côté, ce que l'on me disait me paraissait tout à fait étrange, et en tout cas inconnu. Et un jour, je me suis dit, ce n'est pas possible. À nous entendre, moi et les autres, on a l'impression qu'il y a eu 2 guerres d'Algérie. Eh bien non, ce n'est pas vrai, il n'en a eu qu'une. Et il faut que j'arrive enfin à savoir et à comprendre ce qui s'était passé. Et quand, quelques mois après, Yves Courrière a publié son premier livre, enfin le premier tome de son histoire de la guerre d'Algérie, je me suis précipité dessus, et de même dans les 3 années suivantes, chaque fois que la suite sortait. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que j'appellerais la contradiction. Enfin, j'avais déjà découvert la contradiction des opinions dans mes conversations et la nécessité de la surmonter, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entrevoir comment la vérité pouvait être contradictoire et comment on pouvait essayer de la reconstituer. Et donc je me suis dit que, puisque le livre qui exposerait la vérité complète sur la guerre d'Algérie n'existait pas encore, eh bien, il m'appartiendrait de l'écrire. Alors, c'était très audacieux de ma part et encore largement inconscient. En effet, c'est seulement en 1981 que j'ai découvert, grâce au livre de Benjamin Stora, l'importance de la mémoire, ou plutôt des mémoires. Donc, puisque Stora a publié un livre sur les mémoires de la guerre d'Algérie, c'est là vraiment que j'ai pris conscience que l'histoire, ce n'était pas seulement l'histoire des faits tels qu'ils s'étaient passés, c'était aussi l'histoire de la trace que ces faits avaient laissée dans les esprits et qui continuait de vivre. Donc, il ne fallait pas s'intéresser simplement à l'histoire de la guerre d'Algérie, mais aussi à l'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie. C'est d'ailleurs le titre de ma dernière publication. Et c'est seulement à partir de 1997 que je me suis trouvé impliqué dans les querelles mémorielles qui touchaient non seulement d'anciens acteurs, mais aussi des historiens. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais je me suis beaucoup inquiété à partir de 1997 sur l'avenir de la communauté des historiens qui me semblait destinée à voler en éclats entre tendances hostiles. Alors, heureusement, cette tendance a été surmontée après 2000, mais néanmoins, l'optimisme que j'en avais retiré a commencé de nouveau à se dégrader depuis 2 ans. J'espère pouvoir vous expliquer pourquoi et comment. Voilà, donc, voilà pour cet aperçu de l'histoire de mon rapport avec la guerre d'Algérie, qui n'a vraiment strictement rien à voir avec votre expérience à vous.
Et donc, j'ai débarrassé de mes illusions. Je dois renoncer à généraliser mon cas personnel. Et je dois admettre que dans la très grande majorité des cas, les motivations des historiens de la guerre d'Algérie sont liées à leur expérience personnelle. Soit individuelle, soit familiale, enfin, en tout cas, leur histoire intellectuelle. Alors, simplement, il y a une très grande diversité de cas, alors que j'ai évoqué d'ailleurs, enfin, que j'ai un peu évoqué dans un de mes livres, alors que j'ai oublié de vous apporter, le livre intitulé « Histoire iconoclaste de la guerre d'Algérie et de sa mémoire », il y a un passage où je passe en revue différentes générations d'historiens ayant écrit sur la guerre d'Algérie. Et on voit très bien que la très grande majorité d'entre eux ont un rapport avec la guerre d'Algérie beaucoup plus évident que le mien. Bon. Donc il faut distinguer suivant les temps, je veux dire suivant les âges des historiens en question. Il y a ceux qui avaient connu l'Algérie coloniale avant 1954, ceux qui en ont une expérience directe ou indirecte de la guerre d'Algérie proprement dite, expérience qui les a conduits à prendre parti intellectuellement, moralement, politiquement. Mais il faut aussi tenir compte de ceux qui, comme moi, étaient trop jeunes, mais qui néanmoins, ayant vécu beaucoup plus près des événements, et notamment ceux qui vivaient en Algérie, en ont eu une expérience beaucoup plus forte que la mienne. Et puis, il y a aussi ceux qui n'étaient pas nés en 1962, et qui pourtant, à ma grande surprise, ne partageaient absolument pas ma vision idéaliste et intellectualiste. Tout simplement parce qu'ils étaient les héritiers de mémoire des générations antérieures. Il m'est arrivé, par exemple, de qualifier mes jeunes collègues Raphaël Branche et Sylvie Thénault comme étant des filles intellectuelles et spirituelles de Pierre Vidal-Naquet. Enfin, sans avoir de preuves particulières, mais enfin, on voit bien la continuité dans leur démarche. Bon. Et puis, donc, il faut aussi distinguer, suivant les lieux, ceux qui ont vécu ou qui ont subi la guerre en Algérie, ceux qui, éventuellement, l'ont vécu en France, ceux qui ont été transplantés de France vers l'Algérie pour y participer, le plus souvent contre leur gré, ceux qui l'ont vécu à distance en France sans être mobilisés, ceux qui, à cause d'elle, ont été ensuite rapatriés, c'est-à-dire transplantés en France, bon, etc., etc. Il y a une infinité de cas qui rendent impossible de schématiser l'expérience individuelle et de dire, d'un côté, il y a l'expérience des pieds noirs, de l'autre, il y a celle des militants de l'Algérie française, des militants de l'indépendance, mais il y a aussi les expériences, si l'on peut dire, de la grande majorité des métropolitains qui sont passés d'un camp à l'autre entre 1954 et 1962. Bon, mais dans tous les cas, le fait important, c'est qu'il n'y a pas, il n'y avait pas en 62, il n'y a toujours pas, à mon avis, aujourd'hui, de mémoire nationale unifiée de la guerre d'Algérie. Il y a des groupes mémoriels rivaux et encore souvent en conflit. L'histoire peut tenter de dépasser ces conflits mémoriels, mais est-ce l'objectif que visent tous les historiens? Je n'ose plus l'affirmer. Bon. Et cela m'amène à évoquer un dernier point de cette partie générale. Quel est le statut de la mémoire et de l'histoire dans les deux pays concernés? Enfin, principalement l'Algérie et la France. Alors, en Algérie, il y a depuis 1962 au moins une mémoire nationale officielle promue par l'État de 1962 à nos jours. Ce qui fait que l'histoire nationale reste subordonnée à l'expression de la mémoire nationale qui prévoit sur celle des acteurs et des témoins, mais ceux-ci néanmoins participent à cette mémoire nationale, mais elle prévaut aussi sur celle des historiens qui étaient trop jeunes pour avoir contribué aux événements. Et c'est pourquoi on peut dire qu'en Algérie, il y a des historiens, mais l'histoire est en liberté surveillée et se heurte à des actes de censure beaucoup plus fermes qu'en France.
Il y a eu néanmoins de rares exceptions, et j'en citerai deux. D'une part, Mohamed Harbi, qui fut un acteur et un témoin de l'indépendance dans les rangs du FLN, et donc jusqu'au plus haut niveau, mais qui, après avoir été emprisonné par Boumedienne, après son putsch ayant renversé Ben Bella en 1965, eh bien, Mohamed Harbi s'est évadé, il a rejoint la France et il a décidé d'y rester pour pouvoir enquêter et écrire sur la guerre d'Algérie en toute liberté, sans se soumettre à aucune censure. Et puis, il faut citer également les mémoires remarquables de Lakhdar Bentobal, un des principaux dirigeants du FLN, mémoires qui ont été rédigées et ensuite publiées sans autorisation, je veux dire sans l'autorisation de la famille de Lakhdar Bentobal, par l'historien Daoud Gerbal, né en 1945. Donc c'était il y a deux ans peut-être, et je me souviens qu'il craignait que la famille lui intente un procès. Je ne sais pas finalement ce que ça a donné. Mais par contre, en France, la situation est différente. Il y a une liberté quasi totale des historiens. Enfin, quasi totale, parce que je peux néanmoins témoigner de deux petites mésaventures qui me sont arrivées dans ma carrière, mais c'est négligeable. Liberté quasi totale des historiens, parce qu'il n'existe pas de mémoire nationale de cette guerre, qui a pourtant fini en guerre civile. Je veux dire que l'affrontement entre l'OAS et le gouvernement français a bien été une guerre civile, même si il y avait une inégalité des forces tout à fait évidente. Bon, mais si je considère tout ce qui s'est passé de 1962 à nos jours, je peux dire qu'il n'y a jamais eu de mémoire officielle de la guerre d'Algérie, mais que la position de l'État en France a connu 3 étapes. D'abord, une politique d'amnésie et d'amnistie de 1962 à 1995. Je veux dire par là que les responsables de l'État, de Gaulle à Mitterrand, se sont employés à étouffer les braises de la guerre d'Algérie, mais ont jugé impossible d'élaborer une mémoire nationale parce que ça ne ferait que faire ressurgir les mémoires blessées dans un affrontement, une sorte de guerre civile froide qui prolongerait la guerre civile chaude qui s'était terminée par l'amnistie de 1968. Bon. Puis, il y a eu au contraire une tentative d'élaborer une politique mémorielle consensuelle de la France à partir de 1999. 1999, c'est la date à laquelle la guerre d'Algérie a été reconnue officiellement en tant que guerre par une loi. Ça, c'est une étape décisive qui prouve que les dirigeants ont fini par comprendre qu'il était impossible d'appliquer 2 politiques mémorielles contradictoires. D'une part, une politique mémorielle et consensuelle dans le cas des 2 guerres mondiales, et d'autre part, une politique de l'oubli dans le cas de la guerre d'Algérie, et d'ailleurs aussi dans le cas de la guerre d'Indochine. Mais pour la guerre d'Indochine, c'était pas grave, étant donné que c'était seulement des soldats de métier qui avaient fait cette guerre. Et même si le nombre de victimes a été beaucoup plus grand, infiniment plus grand dans le cas de la guerre d'Indochine, eh bien, la grande majorité des Français l'avaient toujours considéré comme quelque chose qui leur passait largement au-dessus de la tête. Par contre, la guerre d'Algérie, elle, est devenue, au fil du temps, celle dont les survivants, parmi les anciens combattants, sont devenus les plus nombreux. On est passé d'une situation où les premiers anciens combattants étaient ceux de la Grande Guerre 14-18, puis on est passé à une deuxième étape dans laquelle c'était ceux de la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, eh bien, ce sont les anciens combattants de la guerre d'Algérie qui sont de loin les plus nombreux. Mais cette tentative d'élaborer une politique mémorielle consensuelle a échoué, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a 2 dates commémoratives officielles opposées. D'une part, le 5 décembre, qui a été choisi par Jacques Chirac à la demande de tous ceux qui refusaient le 19 mars,
parce que pour eux, le 19 mars, ce n'était pas la fin de la guerre d'Algérie, mais le début de sa pire période, celle durant laquelle vous étiez senti abandonné par la grande majorité des Français, et à vrai dire, non sans raison. Et puis, néanmoins, le 19 mars a fini par être reconnu lui aussi comme date de commémoration officielle, mais il faut préciser qu'il s'agit plus d'un deuil national que d'une fête nationale. Lisez le texte de la loi qui a officialisé la commémoration du 19 mars, vous verrez que ça n'a rien de particulièrement joyeux. Bon, donc le résultat, finalement, c'est que dans une troisième étape, tous les présidents de la République, depuis Jacques Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, et surtout sous Emmanuel Macron, en sont venus à reconnaître officiellement toutes les mémoires, et non pas une seule. Ce qui peut paraître rationnellement incohérent, mais qui était néanmoins la seule solution possible pour essayer d'apaiser les mémoires de la guerre d'Algérie, avec l'espoir que, avec le temps et la succession des générations, elles finiraient par devenir compatibles. Mais enfin, on peut toujours rêver. Toujours est-il que cette politique mémorielle française est aujourd'hui clairement contraire et incompatible avec les tentatives algériennes d'imposer à la France sa propre mémoire, enfin la mémoire officielle algérienne, en exigeant de la part de la France une déclaration de repentance pour tous les morts que la France a ou aurait infligés au peuple algérien de 1830 à 1962. Donc, c'est ma conclusion, il ne peut pas y avoir de soumission de la France à la mémoire nationale officielle algérienne. Merci. Voilà. Alors, oui, il y a une deuxième partie aussi. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, normalement, dans le déroulé de la conférence, il y avait quelques événements que M. Pervillier se proposait de commenter pour voir quelle approche il a pu avoir de manière distancée. Je propose qu'on ne puisse prendre qu'un seul de ces événements. Je vous en laisserai le choix, mais moi, personnellement, j'aurais quand même... si je peux me permettre... Non, parce qu'il y en a un qui est particulièrement méconnu, c'est celui de l'affaire des prises de sang forcées. Oui. J'aimerais bien que vous développiez ce fait qui est sans doute méconnu et que vous connaissez très bien et qui va nous permettre de voir un peu comment vous avez travaillé ce sujet-là. Mais je propose qu'on en reste sur ce... Enfin, je développe en détail, mais si vous voulez, quand même, je fais un résumé très bref des différents points que... Oui, il reste combien de temps ? Oui, d'accord. J'essaye. Bon. Alors, je voulais évoquer en particulier traiter la question, y a-t-il encore des sujets de recherche tabous ou des découvertes à faire ? Et je réponds tout de suite, sans doute, parce que l'histoire ne pouvant être la reconstitution intégrale du passé impose des choix entre la grande histoire et la petite histoire, entre des faits majeurs et des faits mineurs, d'autant plus que le volume demandé pour telle ou telle prestation, soit un livre, soit un article, etc., est extrêmement différent. Bon, mais il est certain que les sujets qui ont attiré l'attention des historiens ont été très variables et ont été fonction aussi des motivations des historiens qui s'en sont emparés. Alors, il y a en particulier la question des victimes du terrorisme, et particulièrement des disparus, question qui a été au départ totalement occultée par l'État et qui a fini néanmoins par être petit à petit tirée de l'oubli, grâce notamment à Madame Ducos-Sader, dont nous regrettons l'absence, et grâce à l'équipe d'historiens qu'elle a rassemblée autour d'elle, notamment Jean Monneret, Jean-Jacques Jandy, etc., qui ont réussi à s'imposer une vraie rigueur historique dans l'exercice de leur métier, en dépit de la vivacité de leurs sentiments, puisqu'il s'agissait au départ, pour beaucoup d'entre eux, de situations très douloureuses qu'ils avaient vécues. Mais de l'autre côté, on peut dire que la dénonciation de la torture française a été longtemps plus morale et idéologique qu'historique, malgré l'apport indéniable de Pierre Vidal-Naquet,
on constate que ce sujet-là a beaucoup plus attiré l'attention des historiens de gauche que celle des historiens de droite. Et depuis quelques années, le groupe milautres.org, fondé par l'historienne Malika Rahal, mon ancienne élève en master, et Fabrice Risseputi, s'efforce de dresser la liste des morts algériens de la bataille d'Alger, mais sans avoir, à mon avis, la même rigueur historique que le groupe de Mme Ducos-Sader. Il y a également la mémoire du 17 octobre 1961, dont on reparle chaque année, qui a éclipsé totalement la guerre menée par le FLN contre le MNA et qui a fait le plus grand nombre de victimes algériennes en métropole entre l'été 57 et l'été 58. Bon, je pourrais citer également, autre exemple, l'étude monumentale sur le 24 janvier 1960, qui est par son volume une véritable thèse, mais dont l'état d'esprit n'est absolument pas celui de l'histoire impartiale, mais je n'ai pas le temps d'en parler malheureusement. Et puis il y a des sujets dont l'absence m'a été signalée, par exemple le sort des officiers des soldats ou officiers français ou français musulmans qui ont été affectés contre leur gré à la force locale créée par les accords d'Évian, force locale qui a été entièrement dissoute par désertion au profit de l'ALN, et un certain nombre de ces cadres français de cette force locale ont été tués ou ont disparu, on ne sait pas. Donc il y a encore des sujets, mais même un sujet qui m'avait totalement échappé, le sort des orphelins français d'Algérie confiés à des familles d'accueil musulmanes est totalement oublié en 1962, ce qui fait qu'ils sont presque tous restés en Algérie, suivant le témoignage de l'un d'entre eux, Robert Palmade, qui a été publié. Bon. Et enfin, il y a deux exemples dans lesquels je me suis personnellement impliqué. Bon, d'une part, alors le sujet que j'ai traité il y a un peu plus de 8 jours à la Fondation pour la mémoire des guerres d'Algérie, le mystère du charnier de Khenchela. Alors c'est un charnier d'environ 1200 cadavres qui a été découvert dans l'enceinte d'un ancien camp militaire français tout près du centre de la ville de Khenchela, dans le Rès. Il se trouve que ce charnier a été découvert ou redécouvert en 1982 et attribué officiellement à l'armée française, donc ce seraient des Algériens tués par l'armée française, mais cela a suscité une vague de démentis, en particulier d'officiels français qui étaient sur place et qui n'en ont jamais entendu parler avant. Et donc j'ai consacré beaucoup de temps à une enquête qui n'a pas donné grand-chose, mais qui me permet néanmoins de conclure, provisoirement, que ces cadavres ont été enfouis très vraisemblablement dans ce lieu invraisemblable entre la fin de l'année 1965 et l'année 1978, d'après des témoignages, c'est-à-dire la présidence de Boumedienne. Bon. Mais il y a une dernière affaire à laquelle je suis beaucoup plus impliqué, c'est la longue occultation des prises de sang forcées sur des Français d'Algérie enlevés par le FLN en 1962 au nom de la lutte contre l'OAS, et qui a fait l'objet d'une incrédulité générale, en dehors bien sûr des milieux rapatriés, c'est seulement là qu'on y accordait du crédit, jusqu'à une date très récente. Et pourtant, moi, je n'avais a priori aucune envie de croire que c'était autre chose qu'une simple rumeur. Alors je rappelle que pour les sciences humaines, la rumeur, c'est une affirmation en particulier concernant des histoires d'enlèvement ou de meurtre, sans aucune précision permettant de reconstituer les faits et d'abord de savoir qui, quand, rapporté par qui. Donc dès qu'on cherche à savoir ce qui s'est vraiment passé, on ne trouve absolument rien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rumeur, ou une simple rumeur. Mais est-ce que pour autant, il n'existe pas, est-ce que de tels faits ne peuvent pas exister ? Or, on cite souvent un article célèbre de Marc Bloch, je crois,
à propos des rumeurs de guerre, mais on oublie de dire que s'il y a eu effectivement des rumeurs de guerre sur les atrocités commises par les Allemands sur les civils français pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi des faits parfaitement bien établis sur les fusillades d'otages par les Allemands prétendant riposter à des actions de francs-tireurs qui en fait n'ont jamais eu lieu. En tout cas, en 1914, il n'y a jamais eu de francs-tireurs français ou belges, mais il y a eu de nombreux otages qui ont été fusillés. Bon, donc la question doit être prise au sérieux. Or, il se trouve qu'en 1998, à l'occasion d'une soutenance à laquelle j'étais invité à participer à l'université d'Aix-Marseille, un étudiant, mais Grégor Mathias, m'a montré des documents qui lui avaient été confiés par une personne qui était restée volontairement anonyme, en lui demandant donc de ne pas montrer les noms cités dans le document, ni de nommer cette personne détentrice du document. Et à partir de là, j'ai contribué à plusieurs reprises à attirer l'attention sur le cas de ce légionnaire nommé Sanchez, le légionnaire espagnol, qui avait été enlevé à Arzeu, sur la plage le 8 mai 1962, qui avait été porté déserteur, il n'y avait aucun témoin de ce qui s'était passé, et qui a réussi à envoyer un message à son frère, également légionnaire, en juillet 1962, puis qui a été libéré dans la nuit du 1er au 2 août près d'Alger, alors qu'il avait été enlevé à Arzeu. Dans ce document, il expliquait qu'il avait d'autres Français soumis à des prises de sang répétées, et il pensait qu'il n'y survivrait pas. Néanmoins, il avait réussi, grâce à une personne compatissante, à rédiger une lettre, et donc cette personne l'a postée, et on a sur l'enveloppe le cachet de la poste G-Gare, enfin il s'agit apparemment d'Alger-Gare, et la date. Et il se trouve que donc, ce document, eh bien, d'une part, Grégor Mathias a fini par me donner le nom de toutes les personnes mentionnées, et c'était absolument pas c'était des légionnaires, mais des légionnaires tout à fait hors normes, si je peux dire. C'était absolument pas des militants de l'OS, mais des gens tout à fait sérieux et dignes de confiance. D'autre part, le général Fournier, qui s'est consacré à rassembler les noms de tous les militaires qui ont été également portés disparus à la suite d'enlèvements en 1962, eh bien, il a trouvé la suite. Car si ce document avait été soustrait aux archives pour éviter qu'il soit détruit, eh bien, il y a d'autres documents que le général Fournier a trouvés dans les archives militaires et qui confirment la réalité de la libération du soldat Sanchez et donc du fait qu'il avait été enlevé auparavant. Dans ces conditions, je constate que quand on cherche à savoir combien de disparitions ont été rapportées, par qui, quand, en quel lieu, eh bien, on s'aperçoit qu'il est absolument impossible de considérer tout cela comme de simples rumeurs. Et j'en reviens au conflit qui m'a opposé à mon ancienne étudiante Malika Rahal en 2022, donc dans son mémoire d'habilitation qu'elle a ensuite publié, mémoire extrêmement intéressante par ailleurs. Elle a consacré le premier quart de sa démonstration à cette question de la rumeur des prises de sang forcées, et ma collègue Malika Rahal l'a félicité d'avoir tordu le cou à cette rumeur, alors qu'en réalité, il y a bel et bien des documents, et pas seulement de la rumeur. D'autre part, je constate que dans le même livre, donc Malika Rahal a consacré une grande partie de sa première partie aux événements du 5 juillet à Oran. Or, dans son étude, elle ne mentionne absolument pas le fait que le FLN d'Oran avait soumis la population civile française d'Oran à un terrorisme systématique depuis le début 1961 jusqu'au début mars 1962. Et d'autre part, elle reprend la version officielle algérienne qui nie le fait que la grande majorité des morts et des disparus d'Oran le 5 juillet 62
étaient des Français. Certes, il est reconnu qu'il y a eu peut-être une centaine d'Algériens musulmans qui ont été tués, mais la grande majorité, ce sont bel et bien des Français. Or, suivant la version officielle qui a été reprise également dans le dictionnaire de la guerre d'Algérie, où on voit des articles de collègues algériens sur cette question, tous reprennent comme preuve le témoignage du directeur d'un hôpital algérien qui avait enregistré 2 ou 3 fois plus de morts musulmans algériens que de morts français le 5 juillet 62. Et donc cette négation officielle contraste très fortement avec ce que les Algériens les mieux informés pouvaient dire 20 ans plus tôt. Donc il y a bel et bien une régression considérable de la mémoire algérienne par rapport à cette question. Il y a beaucoup moins de liberté laissée aux historiens aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Merci beaucoup, Monsieur Pervilliers, pour cette brillante intervention. Alors, juste un mot de conclusion avant de passer aux questions. Moi, je dirais que, on le voit, il y a des champs nouveaux de recherche qui peuvent s'ouvrir, que la jeune génération devra prendre en main, je pense, et j'espère, si l'on veut que notre mémoire se transmette. Alors, il y a du travail. Il y a du travail parce que je vois qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir et qui s'appelle « Histoire de la vie quotidienne des Français au XXe siècle ». Il est tout récent. Mais cet ouvrage, tout intéressant qu'il soit, n'évoque absolument pas le quotidien d'un Français de Pointe-Pescade, de Mersel-Kébir ou de Philippeville. Donc une fois de plus, les pieds noirs sont exclus du champ de la mémoire nationale. Alors s'il y a une voie sur laquelle doit s'engager la jeune génération demain, pour moi, c'est bien celle de travailler pour que les Français d'Algérie ne soient plus considérés comme des Français entièrement à part, mais plutôt comme des Français à part entière. Merci. Oui. Y a-t-il des questions ? Bonjour, on m'entend, j'espère, oui. Bonjour. Chérif Lounès, donc du Français musulman rapatrié, dont vous n'avez pas parlé. C'est pas un reproche. Mais quand on parle des exactions qu'il y a eu, parce que les accords de mars 62 n'ont pas été respectés, moi, je trouve que les historiens français sont très timorés. Il faut taper sur la table, dire comment ça se fait que vous signez des accords de paix, vous ne les respectez pas tout de suite après. Après mars 62, ça a été le massacre total des supplétifs de l'armée française, parce que la France a respecté les accords d'Évian. Il ne devait pas y avoir d'exaction, et ça s'est fait au lendemain. Le FLN a commencé à massacrer ces supplétifs que l'armée française, de bonne foi, a désarmé et a fait repartir dans leur village. Donc pour ça, il faut en parler. Moi, j'ai un document officiel que vous connaissez peut-être de l'armée française, de l'état-major français. C'est le général Poré. C'est un document qui date de 1977, service historique de l'armée française, et qui parle après les accords d'Évian, de supplétifs disparus ou exécutés par le FLN, 150 000. Oui, enfin, tout cela. Il parle aussi. Oui, mais je vais venir à la question. Hein. On ne sait pas. Il parle aussi des supplétifs. Et ça, il faut en parler. Les historiens français doivent le dire. Les supplétifs emprisonnés par le FLN, au nombre de 2500, ils sont restés, j'en connais un, jusqu'en 1969. Oui. Torturés, etc. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, parce que vous avez parlé qu'il faut faire la repentance, etc. Oui. Non. Attendez, oui. Mais l'Algérie doit faire la repentance. Et vous savez qu'elle ne la fera jamais. Oui. Parce qu'elle a spolié les pieds noirs. Ils ont massacré, à partir de l'indépendance ou annoncée. Vous avez parlé de Harbi. Mohamed Harbi, c'est un historien aujourd'hui à Paris qui était au FLN, qui était un chef du FLN. Oui. Qui était conseiller de Ben Bella le 5 juillet 62 quand il massacrait les pieds noirs à Oran. Il a pu venir en France après 65 parce qu'ils se sont battus entre eux. Et il est devenu maintenant une référence
de l'histoire de l'Algérie, mais il cache son passé, il était au gouvernement provisoire de l'Algérie. Est-ce qu'on peut laisser répondre M. Pervilliers? Non, mais parce que je vais lui poser la vraie question. Bon. Mais je profite de dire quelques mots, parce que quand on dit qu'il faut réparer le mal de la colonisation, ben vous allez réparer le mal que vous avez fait aux millions de Français d'Algérie et à tous ces centaines de milliers de Français musulmans rapatriés qui ont tout abandonné, leurs biens, leurs terres, leurs familles. Donc il faut chiffrer ça. Moi, je lance un appel dans la salle que tous les pieds noirs transmettent à leurs enfants et leurs petits-enfants, parce que ça va revenir, ça. Voilà ce qu'on a laissé, voilà les terres qu'ils nous ont pris, voilà ce qu'ils nous ont tués, voilà, etc. Donc il faut aussi rembourser ce qui a été spolié, etc. Vidal Naquet, dont vous parlez souvent, je termine. Vidal Naquet, je ne vous critique pas, hein. Vidal Naquet a été quand même un des tout premiers, en novembre 1962, à dénoncer le massacre des Arquets dans un grand article du Monde. Oui. Donc moi, ce que je voulais vous poser comme question, pourquoi vous avez laissé l'ami de Mohamed Harbi, comme je viens de vous le dire, du FLN, qui est venu vivre en France alors qu'il a tué, il est un des responsables des morts en Algérie, Arki et Pieds Noirs, c'est Benjamin Stora. Comment vous l'avez laissé être lui, celui que Macron désigne, alors qu'il a un parti pris, l'ami de Stora, l'ami du FLN? Pourquoi vous n'êtes pas manifesté pour dire c'est mon travail? Parce que moi je suis neutre, je ne suis pas lié par ce qui se passe en Algérie. Vous l'avez dit au début. Moi, personne ne m'a demandé, donc je ne me suis pas manifesté. Bon, Sora est certainement beaucoup plus célèbre que moi. Bon, nous travaillons depuis à peu près la même époque. Nous avons fait nos thèses sous le même professeur, Charles-Aubert Ageron. Moi, c'était 2 ans avant Stora. Enfin, peu importe. Non, je pense qu'il vaut mieux que je vous réponde surtout sur la question des accords d'Évian, enfin très rapidement. Les accords d'Évian, on a beaucoup discuté pour savoir si c'était un traité international ou pas. Et ce qu'on peut dire, c'est que le FLN a fait tout ce qu'il a pu pour que les accords d'Évian soient signés comme un traité. Belkacem Krim a signé à la dernière page et il a insisté pour qu'il y ait son paraphe sur toutes les pages du document. Mais il n'a néanmoins pas obtenu que la France reconnaisse les accords d'Évian comme un traité international, puisque officiellement, même pour De Gaulle, tant que la souveraineté française n'avait pas été transmise à l'Algérie, eh bien, il ne pouvait pas y avoir un traité entre 2 États. Bon, et simplement, il se trouve que le FLN n'a pas attendu les étapes du processus voulu par De Gaulle, puisque le Congrès, enfin le CNRA de Tripoli, qui s'est réuni en mai 62 et qui devait logiquement ratifier les accords d'Évian au nom de l'Algérie, puisque le FLN prétendait incarner l'État algérien. Eh bien, non seulement il ne l'a pas ratifié, mais il l'a secrètement désavoué en le qualifiant d'accord néocolonialiste et en adoptant à la place le programme de Tripoli qui prévoyait une nationalisation intégrale des ressources du pays de façon à chasser les Français d'Algérie sans le dire, et contrairement aux accords d'Évian. Donc il y a eu bel et bien une tromperie, car le programme de Tripoli a été caché au gouvernement français, et c'est seulement au début septembre 62 qu'un exemplaire du programme de Tripoli a été découvert par l'armée française en Algérie et transmis au second de l'ambassadeur Jeanneney, qui l'a envoyé à Paris, et c'est comme ça qu'en septembre 62, les dirigeants français ont compris qu'ils avaient été dupés. Et il se trouve que celui qui a révélé tout ça dans ses écrits, c'est moi. Voilà. Bien, merci. Non, mais merci Guy Pervilliers. J'espère que s'il y a des vocations d'historiens dans la salle, il y a évidemment encore beaucoup de sujets à explorer. Je pense à un petit sujet sur le plan Simoun, par exemple, dont on parle peu et qui fait que les jeunes nés en 40-42 de mémoire ont eu leur appel qui s'est vu devancer et automatiquement envoyé en Allemagne. Ça, on n'en parle pas beaucoup.
Merci beaucoup. Je sais que tu es passionné, Stéphane. Tout le monde l'aura compris. Guy Pervilliers reste avec nous pour que vous puissiez lui poser d'autres questions. Mais si on veut déjeuner et continuer le programme. Donc merci beaucoup. On voit toute la complexité, j'ai envie de dire les complexités de cette histoire et de ces histoires. Et donc par rapport à cette question de la transmission et de la mémoire, je pense qu'on mesure la difficulté en fait qui s'offre à nous. Et je pense que Hubert y reviendra sans doute dans ta conclusion. Merci beaucoup pour cet exercice. Vous avez souligné qu'il était difficile, effectivement. C'est très très difficile, mais vous en êtes très bien sortis avec beaucoup de spontanéité et de franchise. Merci. Alors, juste avant le déjeuner, pour retrouver peut-être un peu de légèreté, si tant est que ce soit possible. Donc, Paul, on compte sur toi. Oui, on va écouter 2 virgules cette fois-ci, 2 pastilles. Tout d'abord, celle d'Anne-Claude Iger, qui est ici. Je voudrais juste en préambule, parce que c'est juste 1 minute 30, donc ça va être rapide, on ne va pas retarder le repas plus que ça. Je parlais en introduction du sens de la formule. Et il se trouve qu'Anne-Claude, elle a écrit sa pièce audio que vous allez entendre, qui est acousmatique, on appelle ça comme ça. Vous allez entendre un extrait très court, qui est assez parlant, vous allez voir. Mais elle a écrit par exemple deux bouquins, donc pour le moment je n'ai que les titres, il me tarde de les lire. Il y en a un qui s'appelle Le chapitre manquant, et je vous laisse le temps de l'intérioriser. Et puis l'autre c'est Les souvenirs ne sont pas toujours silencieux. Voilà, je trouve que ces titres sont très beaux, ils méritent sûrement d'être lus. Et on s'est rencontrés aux 1000 poètes en Méditerranée à Narbonne, où on a été programmé à 1 semaine d'intervalle ou 2. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connue, et je suis ravi qu'elle soit là aujourd'hui. On peut l'écouter. Du sable qui craque sous les dents. J'ai vu aussi les odeurs particulières, les odeurs de Mona chaude, Montecao, les odeurs de coriandre fraîche qu'on mettait dans la chorba. Montecao, Tu as demandé des bonbons, eh ben tu n'en auras pas. Il faut poivrier. Il y avait aussi les odeurs. Les faux poivriers. L'été. Juste après l'orage, en pleine chaleur. Ça embaumait tout le quartier. Des lentilles contrées pour en retirer les petits cailloux. L'odeur des fous. Quand j'ai participé au concours de nouvelles, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « J'ai mal, j'ai ri, j'ai le mal de ton pays ». Je l'ai chantée l'an dernier, donc aujourd'hui je ne vais pas chanter, mais je vais vous dire un extrait d'un poème qui était pour moi peut-être inaugural à tout ce travail de travail sur la mémoire. Et je parlais d'une voix qui disait au début des témoignages que je récoltais « Le présent construit l'avenir et repose sur le passé ». J'ai retrouvé les mots enfouis dans ces vieilles lettres d'Algérie, ces mots que je n'osais pas dire, rien d'autre que vos souvenirs, des histoires si personnelles, mais tellement universelles, unis vers celles et ceux qui ont coulé là-bas des jours heureux. Et on peut écouter une 3e pièce audio, cette-ci de 3 minutes, qui va nous ramener sur l'apaisement. Comment on s'est apaisé entre nous en discutant, en venant ici, et ça terminera sur la kémia, donc j'espère que ça nous donnera faim, sachant que déjà les Montecao, moi j'en rêve. Qu'est-ce qui vous a apaisé lorsque vous avez rencontré notre communauté ?
Je suis heureuse d'avoir noué des liens particuliers, des liens assez forts avec des membres du groupe et d'avoir déniché des références communes. Il y avait beaucoup de rire, beaucoup de chaleur dans nos rencontres. Pourtant, je ne peux pas dire que je me sente moins seule. Non, ça, je ne peux pas le dire. L'ampleur de la tâche est telle que je pense qu'on est juste au début du chemin. J'ai rejoint le G2T il y a maintenant quelques années. Et lors des conversations, des échanges que j'ai eus avec les membres du G2T, mais également avec les membres du CDHA, j'ai ressenti une proximité, un partage, une appartenance commune. J'ai le sentiment que plus on avance en âge, plus cette appartenance à cette communauté des Français d'Algérie s'enracine, se renforce. J'ai découvert dans le groupe G2T tout ce que nous avions en commun, tout ce que nous pouvions partager. Et j'ai même pu voir que nous avions des souvenirs en commun alors même que nous ne connaissions pas auparavant. Et surtout que je n'étais pas la seule à avoir ces souvenirs. Et également que c'était du positif et pas de la rancune, de l'amertume comme pouvaient avoir nos parents. L'Algérie, c'est notre rêve, c'est notre douleur aussi, la douleur dont on a hérité. C'est notre fantasme, notre peine et notre gaieté. Ouais, l'Algérie, c'est un territoire qui s'est dérobé sous les pieds de nos pères, sous les nôtres aussi pour certains. C'est un pays arraché, l'Algérie. Un territoire longtemps interdit en ce qui me concerne, et puis rencontré avec bonheur. L'Algérie, malgré ses plaies présentes et les nôtres, au passé, au présent parfois, ses plaies qui ne passent pas, c'est aussi notre réconciliation présente, implicite, et profondément souhaité. Ce qui m'a apaisé la première fois que je suis venu au CDHA, finalement, ça a été la Kémia. Je me suis retrouvé à un moment donné avec, j'ai eu l'impression qu'il y avait des juifs, des musulmans, des catholiques, qu'il y avait des Maltais, des Italiens, des Français, des Espagnols, des Arabes, et que il y avait un joyeux brouhaha, un joyeux bordel, qui m'a rappelé un petit peu ce que j'entendais, sans l'avoir jamais connu, mais qui était cette entente assez géniale, qu'on ne retrouve dans aucune culture aujourd'hui, puisque les frictions entre peuples et surtout entre confessions sont devenues monnaie courante, alors qu'il me semble qu'il y avait quand même à cette époque-là et dans ce pays-là pas mal de partage. Notamment, ce que j'aimais beaucoup, c'est cette image de chaque fête religieuse était l'occasion de partager son plat avec les autres confessions, avec les autres peuples. Ça, c'était chouette. J'ai pas connu, j'ai jamais vu, j'ai entendu, j'ai jamais su, et je t'attends comme un enfant qui ne te connaît pas. J'ai entendu, mais j'ai pas su, j'ai pas voulu voir l'inconnu. Wahed Tlemsa, le bled et sa casbah. Merci. Merci. Tu veux rajouter quelque chose ? En fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter mon livre, mais j'ai le QR code avec la chanson. Je vous l'offre aujourd'hui, si vous venez me voir tout à l'heure. Il y a un QR code qui renvoie vers la chanson J'aime Algérie, je l'offrirai avec plaisir. Je vous invite à l'écouter, elle est très belle. Si vous avez envie de pleurer, c'est tout à fait adapté. Et de rire aussi, elle est magnifique, c'est plein de poésie. Vous avez vu, Paul, c'est l'homme des mots, il manie les mots, il joue avec les mots. Merci beaucoup à toi. On se retrouve à 14h ici pour les 2 conférences de l'après-midi, d'autres pastilles auditives, peut-être d'autres surprises.